Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo a décrété mardi un deuil national de 3 jours suite au drame de Bata. Le dernier bilan de l'explosion d'un dépôt de munitions qui a eu lieu le 7 mars fait état de 105 morts et 615 blessés. Prolongation des sanctions américaines contre le Zimbabwe. Le président Emerson Mnangagwa n'a pas fait les réformes politiques et économiques jugées nécessaires par l'administration Biden. Au moins 140 institutions et personnalités figurent sur cette liste en vigueur depuis 2003. Et puis, une étude récente révèle qu'en 30 ans, ce sont quelques 220 millions d'hectares de forêts tropicales humides qui ont été perdus sur le globe. Les données recueillies dans cette étude démontrent que le continent africain est particulièrement affecté. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Mais avant de développer ces titres, 8 mois après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un nouveau Premier ministre. Ahmed Bakayoko est décédé ce mercredi 10 mars à 56 ans dans un hôpital en Allemagne des suites d'un cancer. Pilier du régime du président Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko avait été nommé Premier ministre en juillet 2020, 3 mois avant l'élection présidentielle et 3 semaines après la brusque disparition d'Amadou Gon Coulibaly dont il assurait l'intérim. Nombreux sont ceux qui le voyaient comme un possible successeur d'Alassane Ouattara. 4 jours avant sa mort, il avait été largement réélu député dans son fief de Séguéla au nord du pays aux législatives du 6 mars dernier. Ahmed Bakayoko, qui occupait également le poste de ministre de la Défense, avait été évacué en France par avion spécial pour raison de santé avant d'être transféré en Allemagne le week-end dernier. Le chef de l'État, Teodoro Obiang Bassogo, a mis en place un fonds initial de 10 milliards de francs CFA en réponse à la catastrophe survenue au camp militaire de Nkwatoma à Bata le 7 mars. Le bilan des explosions survenues dans la capitale économique de la Guinée équatoriale s'est alourdi à 105 morts. La ville a d'ailleurs été déclarée zone sinistrée et 3 jours de deuil national ont été décrétés. Corinne Kamse. Ce sont désormais des décombres qui jonchent le sol, ici au camp militaire de Nkwatoma dans la ville de Bata en Guinée équatoriale. Après les explosions survenues le dimanche 7 mars, la ville a été déclarée zone sinistrée par décret présidentiel. Le même décret annonce la mise à disposition de 10 milliards de francs CFA comme fonds de secours pour répondre à la catastrophe. Les populations touchées ont besoin de solutions urgentes, telles qu'un logement décent, de la nourriture, des médicaments et une assistance psychologique pour les enfants orphelins, les veuves et tous ceux qui ont perdu leurs proches. Le gouvernement devrait loger les personnes touchées, par exemple dans les nombreux hôtels de la ville de Bata qui, d'ailleurs, ne sont pas actifs en raison de la crise économique et sanitaire. Le dernier bilan établi par les officiels du pays fait état de 105 morts, 615 blessés de divers degrés de gravité, dont 299 qui restent internés dans différents centres sanitaires de la ville de Bata. Par ailleurs, l'évaluation de l'impact sur les infrastructures se poursuit, mais déjà, il est visible que les dégâts sont importants. L'onde de choc des explosions s'est étendue dans les quartiers environnants du camp militaire, occasionnant plusieurs destructions d'habitations. L'impact de cette catastrophe sur la population sera extrêmement négatif. Sur le plan socio-économique, la pauvreté dans le pays augmentera si le gouvernement n'est pas en mesure d'indemniser équitablement les victimes. Au plus d'une centaine de morts recensés à ce jour, d'autres dont les corps se rétablissent lentement, peuvent s'agiter. Et les maisons détruites, les petites entreprises perdues, les taxis incendiés qui alimentaient leurs propriétaires, tout cela a été le résultat d'un effort de toute une vie. Et maintenant, tout est perdu.
À l'issue de la visite qu'il a effectuée sur le site avec son épouse, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema Bazogo, a décrété 3 jours de deuil national, soit les 10, 11 et 12 mars 2021. Un comité national d'urgence devra procéder à l'évaluation générale de la situation survenue à Bata et présenter des propositions de solutions au gouvernement pour atténuer et réparer tous les dommages causés par l'explosion, aussi bien aux personnes privées qu'aux infrastructures publiques. Pour cela, le comité dispose de 30 jours. Les États-Unis prolongent les sanctions qui ciblent le Zimbabwe. Les Américains invoquent la réticence du président Emmerson Mnangagwa à déployer des réformes politiques et économiques qui garantiront le bien-être des populations. Les États-Unis maintiennent depuis près de 20 ans des sanctions contre quelques 100 personnes et entités juridiques zimbabwéennes, dont l'actuel président Emmerson Mnangagwa. Mildred Diamant. Renouvellement des sanctions contre le Zimbabwe. Les États-Unis ont renouvelé leurs sanctions contre ce pays d'Afrique australe, faute de bonne gouvernance. Cette décision se justifie par la réticence du président Emmerson Mnangagwa à déployer des réformes politiques et économiques dans le pays. Les actions et politiques de certains membres du gouvernement du Zimbabwe et d'autres personnes sapent les processus démocratiques du Zimbabwe ou continuent de constituer une menace inhabituelle et extraordinaire pour la politique étrangère des États-Unis. Le président Emmerson Mnangagwa n'a pas fait les réformes politiques et économiques nécessaires qui justifieraient la fin du programme de sanctions existant. Le gouvernement américain précise que la paix, la sécurité et le bien-être des populations sont menacés au Zimbabwe en raison de l'absence de réformes nécessaires pour garantir l'état de droit, la gouvernance démocratique et la protection des droits de l'homme. Au cours de l'année 2020, les forces de sécurité du Zimbabwe avaient commis plusieurs actes de violation des droits de l'homme, notamment contre les membres de l'opposition, les syndicats et les journalistes, selon le gouvernement américain. La décision des États-Unis de renouveler les sanctions contre le Zimbabwe est une mauvaise nouvelle pour le Zimbabwe. Et le pays essaye de faire des efforts en matière budgétaire, en matière de gestion des ressources et en matière de politique publique. Mais malheureusement, le pays n'arrive pas forcément à atteindre les résultats, d'où la décision des États-Unis de suspendre ou en tout cas de renouveler ces sanctions. Je pense que les États-Unis devraient en pleine période de Covid essayer d'être moins exigeants vis-à-vis du Zimbabwe. On sait que c'est un pays qui a traversé des difficultés majeures sous Robert Mugabe avec une hyperinflation galopante. Et je pense que les États-Unis devraient essayer de voir toutes ces difficultés-là et essayer d'ajuster en tout cas ces politiques afin d'appuyer un peu plus le Zimbabwe. Les États-Unis ont maintenu des mesures punitives de voyage et financières contre les autorités zimbabwéennes depuis 2003 pour des allégations de violation des droits de l'homme et de fraude électorale. Notons que l'Union européenne, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande maintiennent également leurs sanctions contre le Zimbabwe. Direction le Djibouti à présent, un territoire à haute valeur stratégique pour les grandes puissances. Le pays au cœur d'enjeux géostratégiques héberge actuellement les bases militaires de 5 nations étrangères et plusieurs milliers de soldats provenant d'au moins 7 pays. Une présence étrangère qui suscite d'ailleurs de multiples interrogations, surtout en cette période électorale. Les Djiboutiens doivent élire un nouveau président le 9 avril prochain. Aïssatou Diamanka Besland et Biram Gay. À quelques semaines de l'élection présidentielle prévue le 9 avril 2021, les questions se posent sur la présence des bases militaires à Djibouti. Depuis 2017, ce pays de la Corne de l'Afrique, francophone et arabophone, accueille les principales armées de la planète, américaines, françaises et autres puissances étrangères. Cette présence des forces armées est-elle une force ou une menace pour la stabilité géostratégique du pays ? À qui profite d'abord cette présence militaire ? Pour certains analystes, la présence des bases militaires à Djibouti a un double objectif sécuritaire, celui commercial avec la lutte contre la piraterie et ensuite celui de la sécurité intérieure avec la lutte contre le terrorisme. Il faut savoir que Djibouti aujourd'hui joue justement ces rôles-là et que la présence en tout cas de forces armées ici a un double objectif. Et c'est un double objectif dans lequel la République du Djibouti collabore jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire celle de la sécurité commerciale
pour le monde et également celle de la sécurité intérieure des nations du monde. Donc je pense que beaucoup oublient cela. Aujourd'hui, Djibouti continue justement son rôle de collaboration avec l'ensemble de ces armées-là. Une des raisons pour laquelle d'ailleurs il y a autant de présence militaire ici. Si pour certains ce commerce des bases militaires pourrait porter atteinte à la souveraineté du pays, les autorités djiboutiennes de leur côté, qui disent conserver la totale souveraineté du pays, apprécient cette présence et conservent le droit de se désolidariser de ses locataires militaires aux retombées financières symboliques de 1% du budget national. Ce que je trouve vraiment regrettable, c'est que certains qui se disent de l'opposition spéculent aussi sur cette question-là et que je pense à un moment donné, ils doivent revenir à la responsabilité première qui est celle d'abord de parler à l'opinion publique de leur projet plutôt que de spéculer sur cette question-là. Je pense que c'est à la fois irresponsable et regrettable. Près de 2900 hommes de l'armée française appartenant à l'armée de terre, de l'air, mais aussi à la marine nationale sont stationnés dans le pays. La base de Djibouti est la première des 3 autres bases françaises permanentes sur le continent africain, situées à Dakar, Libreville et La Réunion. La filière sucrière pourrait-elle devenir une des locomotives de l'économie tanzanienne? Une chose est certaine, elle a du potentiel. Elle bénéficie notamment de conditions naturelles propices, certaines régions du pays disposant de sols très fertiles. Le gouvernement nourrit de grandes ambitions pour le secteur sucrier. Selon ses prévisions, l'industrie pourra en produire 700 000 tonnes d'ici 2025 contre environ 440 000 tonnes en 2019 grâce aux efforts déployés actuellement. Les précisions de Marine Tolo. En Tanzanie, le ministre de l'Agriculture, Nyasebwa Shimagu, a fait savoir que ces nouvelles variétés de canne à sucre élaborées par les instituts de recherche ont récemment été approuvées dans le pays. À cet effet, les autorités précisent que la vulgarisation de ces variétés adaptées aux conditions locales auprès des exploitants permettra d'améliorer la production de tiges de canne à sucre dans le pays. Selon les prévisions des autorités tanzaniennes, l'industrie sucrière nationale pourrait produire 700 000 tonnes de sucre d'ici 2025 contre environ 440 000 tonnes en 2019 grâce aux efforts déployés dans le secteur. Les conditions de production doivent être les conditions qui répondent aux meilleures performances possibles. Ça veut dire qu'en fait, il faut des exploitations industrielles avec une agriculture intensive bien faite. La seule limite pour un pays comme la Tanzanie, c'est la disponibilité des terres, parce qu'il faut savoir quand même que les cannes à sucre, l'usine sucrière, utilisent énormément de terre et énormément d'eau. En Tanzanie, la demande en sucre s'élève à plus de 700 000 tonnes par an. Selon certains observateurs, le pays importe plus de plantes qu'il n'en cultive. L'industrie de la transformation sucrière tanzanienne emploie près de 30 000 personnes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un réveil patriotique et l'un des faits déclencheurs, c'est cette crise de pandémie de Covid-19 qui a réveillé tout le monde sur la nécessité de domestiquer la production. Et je pense que si les pays africains et la Tanzanie fait bien de pouvoir se lancer sur des étendues assez importantes, elle pourra en ce moment-là produire à des coûts acceptables, mais surtout accepter qu'au début, même à des prix un peu plus élevés, les gens sont en mesure de consommer local. Ceci contribue au renforcement de l'économie. S'agissant de la transformation du sucre, de nouveaux projets d'augmentation de la capacité de l'industrie sont en cours au niveau des usines des principaux fournisseurs de sucre du pays, notamment Kilombero Sugar, Kagero et Bakresa. Soulignant qu'entre 2015 et 2019, le secteur sucrier a réussi à faire passer sa production de 250 000 tonnes de sucre à environ 139 000 tonnes. 220 millions d'hectares de forêts tropicales humides perdus depuis 1990, soit une moyenne de 7 millions par an, selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Science Advances. L'étude, réalisée à partir de données satellitaires recueillies sur 30 ans, révèle que la déforestation a été largement sous-estimée, en particulier sur le continent africain. Une déforestation notamment associée à l'agriculture sur brûlis. Ameneji.
Une étude récemment publiée dans la revue Science Advances par une équipe de scientifiques présente 30 années de données satellitaires sur les perturbations du couvert forestier tropical dans le monde. 220 millions d'hectares de forêts humides auraient été perdus depuis 1990 à cause des activités humaines et de la déforestation, de plus en plus sous-estimée sur le continent africain. Bien évidemment, il y a des raisons de s'inquiéter puisqu'on se retrouve face à un véritable paradoxe, à savoir d'un côté il y a une nécessité de préserver les forêts pour pouvoir lutter efficacement contre les changements climatiques et de l'autre, une déforestation avancée ou accrue qui diminue les potentialités des États à pouvoir lutter contre les gaz à effet de serre. Outre la perte d'hectares de forêts, l'étude met en avant que les forêts tropicales qui subsistent sont dégradées surtout en raison de l'exploitation du bois, des feux de faible ampleur et des perturbations comme les tempêtes. En 2020, il reste 1070 millions d'hectares de forêts tropicales humides dans le monde contre 1290 millions d'hectares en 1990. Alors la solution serait de mettre en place ou de renforcer les politiques et les stratégies visant à lutter efficacement contre la déforestation, à restaurer les forêts dégradées et surtout à amplifier le boisement et le reboisement des massifs forestiers, ce qui va dans le sens de l'intérêt de la préservation des écosystèmes. Entre 2015 et 2020, on estime que le taux de déforestation s'élève à 10 millions d'hectares par an. C'est certes 6 millions d'hectares de moins qu'en 1990, mais ces chiffres devront encore être considérablement améliorés afin d'éviter la catastrophe. Également dans l'actualité, la campagne de vaccination contre la Covid-19 avance sûrement au Maroc. Les services médicaux du pays ont vacciné plus de 4 millions de personnes depuis son lancement fin janvier. La campagne de vaccination vise notamment à immuniser les plus de 18 ans, soit environ 25 millions de personnes. Pour se protéger des variants du coronavirus, le Royaume a suspendu lundi 8 mars tous les vols avec la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban et le Koweït, ce qui porte à 26 le nombre de pays concernés par les restrictions aériennes du Maroc. L'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis mars 2020 a été prolongé jusqu'au 10 avril avec un couvre-feu nocturne jusqu'à la mi-mars. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.